Lucas, quel est ton bon profil? Ou les deux? Tu dis que les deux côtés sont mon bon profil. Ici? Je pensais te montrer le souvenir de cette nuit-là. Ah, oui, c'est toujours là. Tu raccroches le téléphone. La nuit où tu es échangé. Et tu l'as lancé? Oui, Tu as encore ce téléphone? oui, Tu l'utilises encore? oui, il fonctionne toujours. Là, les Lakers Luka Doncic. Est-ce que ça te semble encore un peu étrange? Un peu, pas trop. Je commence à m'y habituer. Ouais, tu t'y habitues. Moi aussi, je m'habitue à le dire, mais de temps en temps, je dois encore me reprendre. Lucas, revenons en arrière. Revenons à la nuit où tu as été échangé. Et je me souviens, j'étais au dîner. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu l'alerte de Shams et j'ai cru que c'était un faux. Je ne pensais pas que c'était vrai. J'étais choquée, alors j'imagine ce que toi tu as dû ressentir. Tu peux me raconter ce que tu as fait ce soir-là, ce qui s'est passé avant et le moment où tu l'as appris? Eh bien, j'étais en fait au lit. Non, ma télé ne marchait pas, donc j'étais sur un iPad en train de regarder un film, sur le point de m'endormir. Alors une journaliste m'a appelé et, tu sais, m'a dit ça, et je l'ai vu sur l'iPad. Probablement que si je n'avais pas été sur l'iPad, je ne l'aurais pas vu. Et elle m'a appelé, et la première chose que j'ai dite, genre 3 fois, c'est le 1er avril. Et j'étais juste, j'étais sous le choc. En gros, j'ai rien fait cette nuit-là, juste assis sur le canapé à essayer de digérer tout ça. Tu as parlé à quelqu'un ou tu as juste resté là? Honnêtement, je ne me souviens pas vraiment. J'étais sous le choc. J'ai probablement parlé à quelqu'un, mais j'étais juste assis sur le canapé, à ne rien faire. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? De la tristesse, surtout. J'étais encore sous le choc, un choc énorme. Et j'avais vraiment l'impression que mon cœur était brisé, honnêtement. Et puis tu arrives ici et il y a tout un tourbillon qui se produit, mais vous commencez à bien vous entendre sur le terrain très rapidement. Et ensuite, à cause d'une sorte de particularité dans le calendrier, il y avait encore ce match prévu pour ton retour à Dallas. C'était toujours prévu au calendrier. La nuit de ton retour à Dallas, c'était le deuxième match d'un back-to-back, et c'était un moment vraiment chargé en émotions. Tu avais été expulsé à Oklahoma City. La Ligue a évidemment annulé cette faute technique. Mais pendant ce vol entre OKC et Dallas, à quoi pensais-tu? J'étais en fait excité, tu sais. J'ai encore ma maison à Dallas, donc je peux dormir dans mon propre lit. Et tu sais, j'ai encore beaucoup de gens formidables à Dallas, des gens avec qui j'ai passé du temps pendant 6 ans. Et je savais que j'allais les voir ce soir-là, donc j'étais enthousiaste. Quand as-tu vu la vidéo hommage pour la première fois? As-tu eu l'occasion de la voir avant ou voulais-tu la voir avant? Souvent, les joueurs ont cette possibilité. Oh non, je ne l'avais pas vue avant. C'était la première fois que je la voyais pendant l'émission allemande. Tu pensais que tu allais être ému. Quand tu pensais à ce moment-là, à ce que ça pourrait représenter pour toi, avais-tu une idée que ça allait se passer comme ça? J'essayais de ne pas partir. Je ne pouvais pas me retenir. Tu as dit que le moment où tu as commencé à ressentir ces émotions, le moment où tu as commencé à pleurer, c'était quand tu as vu ce tir que tu as réussi au-dessus de Rudy Gobert lors des finales de la Conférence Ouest. Pourquoi est-ce ce moment-là qui t'a fait pleurer? C'était la complicité dans cette équipe. Tout le monde se soutenait les uns les autres. On était en pleine lancée. On était toujours les outsiders dans la série et on a réussi à s'en sortir. Et c'était juste, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était des moments spéciaux. C'était juste le plus amusant, mais sur le terrain, on était tous connectés. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression de regarder en quelque sorte les derniers moments de succès ensemble aussi? Est-ce que ça ressemblait un peu à une fin, d'une certaine manière? Je veux dire, oui, clairement. On est allé jusqu'en finale. C'est vraiment difficile d'atteindre la finale. Tu sais, la saison suivante, on a commencé moyennement, puis je me suis blessé, et il ne se passait plus vraiment. Rien ne se passe. Donc je dirais que oui, c'était le dernier moment. Je n'ai jamais vu un joueur montrer autant d'émotions. C'était vraiment rafraîchissant au fait, Lucas, de voir ça. Je n'ai jamais vu un joueur montrer ce genre d'émotions, puis réussir à revenir et faire un match comme tu l'as fait. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Honnêtement, moi non plus, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment. Moi non plus. C'était vraiment impressionnant. Tu penses que où est-ce que tu places cette performance à 45 points compte tenu de toute l'émotion autour? Où est-ce que tu la classerais parmi toutes tes performances?
Je dirais que c'est la numéro un, juste parce que c'était tellement spécial, tu sais, avec les fans, les coéquipiers, juste d'être là. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie et c'était juste spécial, tu sais, l'amour entre moi et les fans. C'était visible toute la soirée et un peu le moment où Gigi t'a laissé quitter le terrain. Est-ce que tu as ressenti une sorte de soulagement de pouvoir laisser tout ça derrière toi? Oui, absolument. C'était un grand soulagement. Je voulais vraiment gagner ce match, c'est sûr, mais c'était un grand soulagement. Après le match, j'ai vu quelques-uns de mes amis, j'ai passé un super moment. Dirk faisait partie de ces amis que tu as pu voir après le match, avec qui tu as pu dîner. Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de cette performance? Eh bien, tout d'abord, il a dit la même chose, tu sais. Je ne sais pas comment j'ai fait, je n'aurais jamais pu, mais je pense que lui, évidemment, il aurait pu. Mais ensuite, on n'a plus parlé de basket. Comment regardes-tu ton passage à Dallas aujourd'hui? Je dirais que j'ai tout donné à cette franchise. Tu sais, j'ai joué malgré beaucoup de blessures. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je n'ai jamais rien demandé. Des petites choses et juste, j'ai passé de très bons moments. Honnêtement, c'est la première équipe qui m'a drafté. Enfin, l'échange a eu lieu pendant la draft, mais tu sais, je suis arrivé là-bas en tant que gamin. J'avais 18 ans. Je ne savais pas à quoi m'attendre de la NBA. Je ne savais pas si j'allais être bon ou mauvais, mais ils m'ont donné ma chance. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Aviez-vous l'intention de terminer votre carrière à Dallas? Bien sûr, c'est une question facile avec des mots comme loyauté, Lucas et famille. Je pense que ces mots sont souvent utilisés dans la NBA, mais vous sembliez vraiment les prendre à cœur et les incarner. Est-ce que ce qui s'est passé a changé votre vision de la NBA en tant qu'entreprise et la façon dont les gens parlent de ce genre de choses? Je veux dire, peut-être un peu, mais je dirais que c'est un mot très important pour moi. Quand j'étais à Madrid, j'ai un peu appris que la loyauté est une grande partie de toi, de l'équipe, et tu sais, c'est quelque chose de fort à dire aujourd'hui. C'est un mot fort à prononcer aujourd'hui. Évidemment, la NBA est un grand business. Tu sais, il y a des échanges partout, mais ma loyauté va au basketball. Et je pense aussi aux fans parce que la façon dont tu es présent pour eux et la façon dont ils ont été présents pour toi, au fil de ce processus, cela a été quelque chose qui, en tout cas, m'a rappelé pourquoi j'aime le basketball et pourquoi j'aime regarder ça. Mais la loyauté reste un principe fondamental de qui tu es. Où va cette loyauté maintenant? Transfert vers les Los Angeles Lakers. Maintenant, tu es toujours quelqu'un qui dit « je suis ici ». Et c'est la franchise avec laquelle je veux être pour le reste de ma carrière en NBA. Bien sûr, je veux dire, comme je l'ai dit, tu sais, ma loyauté va d'abord au basketball. Évidemment, les fans, ils ont une relation différente, tu vois, un autre type de relation. Mais bien sûr, je veux dire, ils m'ont sélectionné à la draft. Ils me voulaient. Donc, bien sûr que c'est le cas. Rester à Los Angeles, c'est ce que tu veux faire. Oui, Écoute, quand tu es arrivé à Los Angeles, tu t'es presque immédiatement impliqué dans la communauté. Tu as fait un don de 500 000 $ aux victimes des incendies de Los Angeles, mais tu es aussi resté impliqué à Dallas. Même cette semaine, tu t'assures de faire des dons via GoFundMe à des groupes sportifs pour enfants locaux. Pourquoi était-ce important pour toi de faire cela? je veux dire, c'est très important pour moi de redonner à la communauté. Tu sais, partout où je suis allé, la communauté m'a aidé. Donc je voulais rendre à tous ceux qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui. Donc la communauté, c'est quelque chose de très important pour moi. Et tu sais, certains enfants et certaines personnes ne peuvent pas se permettre certaines choses. Et je veux juste aider de cette manière. Tu fais ça, c'est certain. Tu le fais depuis longtemps, mais tu l'as concrétisé avec la fondation Luka Doncic que tu as créée en décembre. Peux-tu me dire pourquoi le sport chez les jeunes était au cœur de ce à quoi tu voulais contribuer? Honnêtement, c'est à cause de l'endroit où j'ai passé mon enfance. Tu sais, je m'amusais. Je n'avais aucun stress. Je sortais dehors, je jouais au basket, je faisais des sports. Et c'est notre objectif en ce moment, aider les enfants à ne pas être stressés, à s'amuser, à apprendre de leurs erreurs, à prendre du plaisir en faisant du sport. Tu es professionnel depuis très longtemps. As-tu un souvenir préféré si tu pouvais revenir en arrière, si tu pouvais y repenser, avant que ce ne soit un métier, quand tu faisais du sport juste pour le plaisir? C'est toujours un plaisir pour moi, pas seulement un travail. J'adore ça. Mais je dirais simplement que, après l'école, presque tous les jours, je sortais pour jouer à différents sports, surtout au basket, évidemment. Mais juste être dehors et faire du sport, c'était tellement amusant. Tu fais aussi partie de l'initiative Take Back Sports d'ESPN, qui encourage les enfants à se remettre au sport, à ne pas se spécialiser trop tôt. Pourquoi penses-tu que les enfants doivent absolument intégrer cela dans leur routine quotidienne?
et qu'il est important de voir le nombre d'enfants qui participent à des sports augmenter. Oui, tout d'abord, je dirais qu'il y a du stress. Tu sais, ils subissent beaucoup de pression. Et comme je l'ai dit, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de stress. Il ne fallait pas payer beaucoup pour faire du sport, n'importe lequel. Et c'est exactement ce que je veux faire ici. Et c'est très important pour moi. Je sais que ce sera un long processus. Nous devons avancer étape par étape, mais c'est très important pour moi et pour les enfants de prendre du plaisir en faisant du sport. L'une de mes choses préférées, c'est de voir quelqu'un comme toi entrer dans un hôpital pour enfants, par exemple, comme tu l'as fait ici à Los Angeles, et de voir l'expression sur le visage des enfants. Quand ils te voient entrer dans une pièce, c'est l'une des choses les plus géniales. Est-ce que ça te lasse un jour? Parce que moi, je ne me lasse jamais de regarder ça. Non, vraiment pas. Et on pense qu'on a des problèmes, mais ce sont vraiment eux qui en ont, tu sais. Et c'est très triste à voir, mais juste pouvoir offrir à ces enfants une journée heureuse, c'est pour ça que j'y vais, c'est pour ça que je vis. Oui, ça se voit. C'est vraiment, vraiment spécial à voir. Très bien, j'ai quelques questions en rafale pour toi. Parce que même si tu es dans la ligue depuis un moment maintenant, j'ai l'impression que les gens découvrent encore le côté fun de Luka, le côté un peu fou de Luka. Ta pop star préférée? Michael Jackson. Groupe de garçons préférés? Les garçons de Backstreet. J'ai entendu dire que tu es fan de comédie musicale. Ta comédie musicale préférée? Mamma Mia. Chanson préférée de Mamma Mia? Reine de Doncic. J'adore. Plat préféré? Pâte Pâte, un type en particulier? bolognaise. Pâte bolognaise, c'est un bon choix. C'est bien les Luka Four, non? Oui. On va pouvoir les voir. Ouais. Très bientôt, et maintenant tout le monde peut les avoir. Tu les as déjà vus? Je les ai vus sur le terrain, mais je ne les ai pas encore vus en vrai. Je me demandais un peu, je me disais, est-ce qu'on va pouvoir les voir? Tu as lancé ta nouvelle chaussure, la Luka 4, et dans la pub, tout le concept, c'est que tu es un peu en procès. Pour le mauvais Luka avec les bonnes chaussures, mais le mauvais Luka qui répond aux fans, le mauvais Luka qui s'en prend aux arbitres. Est-ce que c'était un peu un soulagement de pouvoir peut-être exprimer certaines de ces choses à travers une publicité? C'était bien, tu sais. Beaucoup de gens en parlent. D'une certaine manière, c'est drôle, tu vois. Alors je voulais être un peu décalé, tu sais, avec Jordan. C'était un super tournage et je me suis vraiment amusé à le faire. Ma partie préférée, c'était le clin d'œil. Quand on te demande, genre, est-ce que tu aimes être le mauvais Luka? Ouais, C'était un timing comique parfait, tout simplement. je me suis vraiment amusé à tourner ça, à faire le clown, à m'éclater. C'était génial. Ça devait être un peu comme un soupir de soulagement, genre, allez, amusons-nous un peu avec ça. Parce qu'au final, tout ça, c'est un jeu. Et les échanges, les allers-retours, tout ça, c'est juste un jeu. Et en même temps, en quittant Dallas, il y a eu pas mal de critiques assez virulentes à ton égard, sur le terrain, en dehors, même à propos de ton corps. J'imagine que ça doit être assez douloureux. Oui, c'est douloureux. Tout dépend de la façon dont on le prend. La plupart venaient de Dallas, tu sais, donc je n'avais juste pas envie de répondre. Juste me concentrer sur mon parcours. Mais je ne lis pas vraiment tout ça. Tu sais, j'essaie de rester loin des réseaux sociaux autant que possible et je me concentre simplement sur mon parcours. J'ai été vraiment impressionnée par toi, à 26 ans, par la façon dont les gens ont parlé de toi à ton départ et par la manière dont tu as constamment choisi de garder la tête haute. C'est quelque chose que, je pense, tout le monde ne fait pas et c'est quelque chose pour laquelle beaucoup de gens te respectent. Et en même temps, je ne peux pas imaginer que lorsque les gens remettent en question ta condition physique ou ton type de corps, que ça ne... Moi, ça me dérangerait. Oui, ça me dérangerait. Je veux dire, oui, ça me dérange, c'est sûr, un peu, tu vois. Mais si ce qu'il disait était vrai, je ne serais clairement pas ici. Tu sais, jouer en NBA, jouer à LA. Et à LA, les Lakers, genre, je ne serais pas là du tout. Et depuis le jour où j'ai commencé à jouer au basket, j'ai travaillé très dur pour en arriver là. Donc c'est juste un peu triste que les gens parlent de ça. Je ne pense pas qu'on puisse être sélectionné 5 fois dans une All-NBA team sans énormément de travail. Oui, clairement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends que Dallas ne te considérait pas comme digne d'un contrat supermax? C'est un peu triste parce que je pense que je l'ai mérité. Comme je l'ai dit, j'ai tout donné à cette franchise. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Je pense que je vais le mériter ailleurs. Je trouve juste ça triste et je pense que je l'ai mérité. Je veux te lire cet échange. Entre un journaliste et le directeur général des Dallas Mavericks, Nico Harrison. Tu as eu cette réunion à huis clos, sans caméra, avec des journalistes, et voici ce que le journaliste a dit en posant cette question à Nico Harrison.
Vous ne croyez pas que l'équipe qui est allée en finale l'année dernière, avec Luka comme pièce maîtresse, pouvait prétendre au titre. Et Nico Harrison a répondu « Je vais le redire, c'est la défense qui fait gagner les championnats. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je veux dire, c'est ce qu'il disait tout le temps, mais je pense que c'était juste une excuse. C'est lui qui parle en ce moment. Je n'ai jamais rien dit de mal sur lui et je veux juste passer à autre chose. Genre, je veux laisser tout ça derrière moi. Évidemment, les fans, mes anciens coéquipiers, rendent les choses difficiles. Mais il est temps pour moi de tourner la page. As-tu parlé à Nico Harrison depuis que tu as quitté Dallas? Non, Lui as-tu parlé le soir où tu as été échangé? non. Alors passons à autre chose, d'accord? Mais une grande partie de mon identité est liée à Malika Andrews d'ESPN, n'est-ce pas? Et je suis une épouse, une cavalière et toutes ces autres choses. Mais une grande partie de moi, c'est Malika Andrews. Je travaille pour ESPN et j'en suis vraiment fière. Toi, c'est beaucoup Luka Doncic, joueur des Mavericks de Dallas. Qui est le Luka Doncic assis devant moi aujourd'hui? Le même Lucas qu'avant, juste une équipe différente. J'étais toujours, comme je l'ai dit, tu sais, le basket m'a tout donné. Je suis là, c'est le meilleur métier du monde. Et c'est le même âge, juste une autre équipe. C'est un travail qu'on a la chance de faire, pas un travail qu'on est forcé de faire. On n'est pas forcé de travailler. Tout à fait. Quelle est ta plus grande force en défense, Luka? Je dirais simplement que quand je parle, tu sais, la communication est une grande part de la défense. Et c'est quelque chose que cette équipe, moi, tu sais, avec JJ, je pense, a porté à un niveau incroyable. Tu sais, quand on communique, tout le monde est concentré. Et quand tu vois, genre, dans cette équipe, LeBron et moi, quand on est concentré, c'est à ce moment-là qu'on était au meilleur de notre défense. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de matchs cette saison, depuis que j'ai été échangé, où on a été au sommet sur le plan défensif. Et je pense que c'est ça. Je pense que ça parle un peu de soi-même aussi. Tu fais équipe avec LeBron James. LeBron t'a longtemps considéré comme l'un de ses joueurs préférés en NBA. Il a même essayé de te faire signer avec sa marque de chaussures à un moment donné. Vous vous connaissez depuis longtemps. Et puis tu arrives ici. Et dans ce premier temps mort, il dit « Luka, ne cherche pas à t'intégrer. Luka, démarque-toi et sois un leader de cette équipe. » Comment a-t-il renforcé ce message? Je te vois sourire en y pensant. Oui, ça a été génial depuis le premier jour. Il m'a juste laissé être moi-même. Je veux dire, c'est LeBron. Ce n'est pas facile, mais pour lui, c'était naturel. Et j'apprécie vraiment ça. Il m'a laissé être moi-même. Et c'est incroyable de le voir jouer et d'être à ses côtés sur le terrain. Si le petit Luka avait su qu'un jour tu jouerais avec LeBron James, qu'est-ce qu'il aurait dit? Oui, il était probablement déjà en NBA avant même que je sois né, donc c'était, je veux dire, tu l'as fait, tu vois. Tu as toujours voulu jouer avec les plus grandes stars et tu y es arrivé. Et maintenant, tu es sur la plus grande scène pour le faire parce que c'est le meilleur moment de l'année. C'est les playoffs. Et tu connais probablement cette équipe des Minnesota Timberwolves. Mieux que quiconque, mieux que n'importe qui dans ton équipe, mieux que tes coéquipiers. Je ne dirais pas plus que JJ, parce qu'il me lancerait un regard de travers pour ça, vu la quantité de vidéos qu'il regarde. Quel genre de rôle de leader prends-tu pour préparer cette série? Parce que tu connais cette équipe. Oui, clairement, un rôle important. Je pense que c'est ça pour moi et LeBron, tu sais, le leadership, surtout en playoff, tu vois, et tout repose sur les confrontations. Je connais cette équipe, tu sais, ils ont évidemment fait ce transfert, mais c'est une équipe difficile à battre, une équipe très dangereuse. Évidemment, Hunt est là, mais ils ont tellement d'éléments qui jouent très bien ensemble. Donc ça va être une série très difficile. Dès qu'il a été clair que ce serait l'affrontement du premier tour, les cadeaux et les mèmes, les articles et les extraits sur les réseaux sociaux de toi contre Rudy Gobert ont commencé à apparaître partout. Qu'est-ce que tu aimes dans ce duel? Je veux dire, je pense que c'est un excellent défenseur, tu sais. La dernière série aurait pu aller dans n'importe quel sens, tu sais. Si je rate ce tir, on est en 1 contre 1, donc ça aurait pu basculer de n'importe quelle manière. Mais depuis que je suis arrivé dans la ligue, tu sais, j'aime le pick and roll. J'aime quand un pivot change sur moi, peu importe qui c'est. Je suppose que j'aime simplement affronter des pivots. Votre entraîneur, JJ Redick, a dit qu'il pense que c'est parce que Rudy a été plusieurs fois défenseur de l'année et que tu excelles en tant que l'un des meilleurs en affrontant les meilleurs. Tu penses que personne au monde ne peut te défendre. Ton coach a-t-il raison? C'est lui qui l'a dit. Il a vraiment dit ça? Moi, je n'ai pas dit ça. C'est lui qui l'a dit. Non. Mais c'est juste que, tu sais, quand c'est un meilleur affrontement, ça fait ressortir le meilleur de moi, je pense. Donc, quand tu affrontes les meilleurs, tu dois être au sommet. C'est ce que j'essaie de faire. Quel genre d'entraîneur est JJ Redick? Tu as eu JJ Redick en tant que coéquipier. Qu'est-ce qu'il a débloqué chez toi? Il est très différent de ce qu'il était en tant que joueur. En quoi?
Il était plutôt discret en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, il sait s'exprimer. Mais il est super. Tu sais, il aime vraiment le basket. Ça se voit sur le terrain tous les jours. Il regarde des vidéos tout le temps. Il essaie de corriger chaque détail et c'est vraiment important d'avoir ça chez un coach. En tant qu'ancien collègue, le voir passer de la cabine de commentateur, le voir faire ça. Il parlait déjà beaucoup à l'époque, donc c'est amusant de le voir réussir cette transition. À la télé, il parle beaucoup. Il parle beaucoup là aussi. C'est sympa de le voir faire cette transition. Dans cette série, tu étais sur la dernière marche l'année dernière et tu as échoué de peu. Et souvent, je parle à des joueurs qui étaient là et ils passent toute l'intersaison avec les visages des joueurs qui les ont battus. Avec le mouvement, un peu dans leur tête pendant qu'ils s'entraînent. Comment cette défaite alimente-t-elle cette quête du titre? Parce que tu veux être champion. Je veux dire, je veux être champion. Et c'est tout ce à quoi tu penses après une défaite. Et c'était dévastateur. C'était un moment difficile, surtout cette première semaine. Tu repasses tout dans ta tête, comme quoi tu as perdu. Tu y étais, tu aurais pu gagner, mais tu as perdu. Donc traverser ça, c'était dur. Tu sais ce qu'il faut pour revenir à ce niveau. Tu as fait partie d'une équipe qui l'a fait. Est-ce que cette équipe a ce qu'il faut? Oui, je pense que oui. Et ça va demander tout, chaque petit détail. Chaque possession va demander tout ce qu'on a. Et maintenant commence la course aux 16 victoires. 16 victoires pour la rédemption. Oui, je suis enthousiaste à cette idée. Moi aussi, je suis enthousiaste.